Alexis Lacroix. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour Alexis Lacroix. C'est presque inutile de vous présenter puisque vous êtes toutes les semaines sur Radio J déjà pour commenter l'actualité politique avec nous, professeur associé à la Sorbonne, mais aussi rédacteur en chef de l'excellente revue Politique et Parlementaire, qui est l'une des plus vieilles revues françaises, mais à laquelle vous avez donné un coup de jeune. Vous nous revenez avec un essai passionnant qui est évidemment inscrit dans l'actualité la plus immédiate, on va en partir, aux portes du pouvoir RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, bien sûr, aux éditions Michel Lafon. Vous interrogez bien sûr sur la résistible ou l'irrésistible ascension de ce duo diabolique que constituent aujourd'hui Jordan Bardella et l'ex-présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Alors, question très simple. Emmanuel Macron a exprimé à plusieurs reprises depuis quelques semaines, notamment au Premier ministre Gabriel Attal, ses inquiétudes sur le devenir de la liste conduite par Valérie Ayé, la liste du pôle présidentiel qu'on appelle Renew Renaissance. Et il décide finalement de déclencher des débats qui vont avoir lieu, donc jeudi prochain. Le Premier ministre sera face au président du Rassemblement National et lui-même devrait, la semaine suivante, débattre avec Marine Le Pen en personne. C'est un duel annoncé ou c'est un duo tacite? Je me permettrai juste de peut-être corriger partiellement ce que vous venez de dire. Je ne suis pas sûr que le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron ait lieu. Oui, enfin en tout cas il a été sollicité. Il a été sollicité. Voilà. Duel annoncé au pluriel ou duo tacite? Oui, non, mais il est clair que si vous voulez, de toute façon, maintenant depuis un certain nombre d'années, la vie politique française est rythmée par une nouvelle forme de bipartition, en tout cas dès qu'il s'agit des élections nationales, entre d'un côté ce que vous appelez très justement le pôle central, c'est-à-dire le parti présidentiel, le macronisme avec ses différentes compositions, composantes de la majorité, et le Rassemblement National et Marine Le Pen. Il se trouve que dans cette élection européenne, qui est une élection dont il faut rappeler que ça sera la seule élection nationale d'ici les élections présidentielles de 2027, une élection qui se déroule dans un contexte institutionnel très spécifique avec un gouvernement qui ne dispose pas d'une vraie majorité à l'Assemblée nationale. Cette élection revêt une importance qui est capitale pour la suite Alors en même temps, vous connaissez les arguments, je vous les objecte, mais d'ailleurs ils sont dans votre livre qui est passionnant, aux portes du pouvoir, qui est une enquête de fond sur cette irrésistible ascension, en tout cas sondagière, de ce parti de protestation, on va dire tribunicienne au sens classique qu'on accolait au Parti communiste à l'époque de Georges Lavaux. Maintenant, vous connaissez l'argument de ceux qui disent mais attendez, franchement, restons calmes. Ils vont avoir peut-être 5 ou 6 députés de plus, une trentaine de députés. Qu'est-ce que ça va changer profondément à la structure du pouvoir en France aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va changer à Emmanuel Macron, par exemple, et à son exercice présidentiel jusqu'en 2027? Franchement, pas grand-chose, nous disent un certain nombre de voix. Oui. Pourquoi cette élection européenne, me semble-t-il, est plus importante que toutes les élections européennes que nous ayons connues depuis 1979. Parce que d'abord, on arrive vraisemblablement à la fin d'un cycle politique. Parce que cette élection se déroule dans un contexte, je le rappelle encore une fois, où le président de la République et son gouvernement ne disposent pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ne disposent que d'une majorité très relative, la majorité la plus relative qu'un gouvernement est disposé sous la 5e République. J'ai envie de vous dire, ils s'en est plutôt bien sortis. Depuis 2022, il a godillé, ils s'en est plutôt bien sortis. Avec le risque néanmoins que les oppositions profitent d'un écart qui serait un écart trop important entre la liste conduite par Madame Ayé et la liste conduite par Jordan Bardella pour tout simplement faire de l'Assemblée nationale, j'allais dire, le théâtre pour réactiver des oppositions et pour déposer une motion de censure. Donc, on est quand même, il faut le rappeler, seulement dans la deuxième année. On entame la 3e année du quinquennat d'Emmanuel Macron. 3 ans sans majorité à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que c'est très long. Alors, il y a évidemment ces aspects-là, on va dire institutionnalo-politiques, et puis il y a des choses qui sont plus métapolitiques, qui relèvent plus des représentations, des mentalités. Bon, on sait, et vous y revenez longuement dans cette enquête passionnante, Arnaud Benedetti, aux portes du pouvoir, que la stratégie de la dédiabolisation, conduite à partir de 2011-2012, commence à porter ses fruits.
sur beaucoup de plans. Donc effectivement, cela explique aussi peut-être la fébrilité au sommet de l'État ces jours-ci vis-à-vis des scores annoncés de cette liste d'opposition, hein, qui est la liste RN menée par Jordan Bardella aux alentours de 31-32%, mais ça n'a pas tellement d'importance. De toute façon, ça sera un étiage élevé de toute manière. Vous écrivez « De la fenêtre présidentielle, tous les paramètres sont à l'orange, voire au rouge. Jamais le RN n'a été aussi fort au Parlement dans l'opinion, y compris dans la perception que certaines personnalités de la société civile en ont désormais. » Alors, je vais vous poser la question très simplement. Très récemment, Alain Minc, qui conseille beaucoup de présidents de la République successifs, a dit « Mais je suis effaré par la résignation de beaucoup de gens dans les élites politiques, économiques, médiatiques, à cette victoire annoncée de Marine Le Pen et de Jordan Bardella en 2027. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il y a déjà une partie des élites qui a tacitement, secrètement basculé du côté de ce futur nouveau pouvoir? Je ne sais pas. D'abord, les élites, vous savez que c'est quand même une notion qui est très hétérogène. Il n'y a pas une élite, il y a, comme vous le dites, des élites. Donc, il faut être prudent. Ce qui est sûr, c'est que ce qui a vraisemblablement changé la donne ces 2 dernières années, c'est le fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national dispose à l'Assemblée nationale d'un groupe parlementaire qui est le premier groupe arithmétiquement d'opposition. Donc, l'arrivée en masse de députés du Rassemblement national, j'allais dire leur entame, pour prendre une métaphore sportive, dans cette enceinte républicaine que constitue l'hémicycle du Palais Bourbon, a d'une certaine façon contribué à leur socialisation républicaine. Ce que vous appelez la socialisation républicaine, oui, ça veut dire la manière dont... Ça rend beaucoup plus acceptable aujourd'hui une offre politique qui était diabolisée depuis 40 ans. Donc, si vous voulez, le Parlement, de ce point de vue-là, a joué le rôle de chambre de décompression pour le Rassemblement national. Et ça a changé fondamentalement le regard qu'un certain nombre, en effet, de responsables économiques, culturels, politiques peuvent avoir sur le Rassemblement national. Ne serait-ce que, j'allais dire, c'est presque mécanique, Alexis Lacroix. Quand vous êtes député, vous allez recevoir, auditionner un certain nombre de responsables, qu'il s'agisse des responsables économiques, des responsables syndicaux. Donc, si vous voulez, à partir de là, j'allais dire, le mandat parlementaire, le fait de disposer d'un groupe parlementaire, vous facilite en effet cette relation avec des milieux qui, jusqu'à présent, pour un certain nombre d'entre eux, ne voulaient pas entendre parler du Rassemblement national. Alors, cette enquête est passionnante parce que ça n'est pas simplement du jus de crâne, hein, du politologue éminent que vous êtes, c'est aussi évidemment une enquête où vous allez à la rencontre d'un certain nombre d'observateurs, mais aussi d'acteurs de la vie publique, notamment l'ancien président de la République, François Hollande, qui vous a longuement reçu. Alors, il est assez vachard, hein, contre son successeur, mais de toute façon, c'est le jeu. Lorsqu'on l'interroge sur l'accélération de la progression du RN, écrivez-vous, il l'explique aussi par l'indifférenciation idéologique à laquelle s'adonne l'actuel hôte de l'Élysée. Indifférenciation idéologique, qui renforce selon lui le processus, tout en suscitant un sentiment d'éloignement, d'aliénation de beaucoup de Français vis-à-vis de ce pouvoir. Je le cite, hein, vous allez commenter, le président estime Hollande, a ajouté à l'arrogance consubstantielle au pouvoir une arrogance spécifique à sa propre pratique politique et à son expression. C'est un diagnostic juste d'après vous ou, allez, inspiré par une forme d'amertume et de revanchisme? Écoutez, sur l'indifférenciation, on ne peut pas dire que l'indifférenciation idéologique a commencé avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est celui qui, j'allais dire, donne une objectivation quasiment partisane à une indifférenciation idéologique qui a commencé il y a déjà plusieurs décennies. Je crois que Guénaud, je vous rencontrais Guénaud aussi, hein, et Guénaud, l'ancien conseiller du président. Également. Il le dit en citant Séguin. Il dit tous les hommes politiques se fournissent au même détaillant qui est l'Europe. Hein, mais là où je pense François Hollande touche du doigt, j'allais dire, une singularité, une spécificité du macronisme et de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, c'est en effet dans cette expression qui très souvent donne le sentiment de susciter une forme de mépris et de mépris social. Moi, ce que j'explique et ce qui me paraît très frappant aujourd'hui, c'est pourquoi les classes populaires, pourquoi une partie des classes moyennes aujourd'hui votent pour le Rassemblement national. Parce qu'il ne faut pas seulement voir les sondages, il faut aussi voir l'histoire électorale et la progression dans un certain nombre de segments sociologiques sur le plan électoral du Rassemblement national. Parce qu'ils se sentent en effet méprisés. Alors, ils se sentent méprisés bien avant d'ailleurs l'accès d'Emmanuel Macron à l'Élysée, mais Emmanuel Macron,
par sa façon d'être, par sa façon de s'exprimer, par sa façon de pratiquer le pouvoir, a certainement exacerbé ce sentiment. Alors, c'est très intéressant parce que, de ce point de vue-là, François Hollande a parfaitement raison. Votre enquête, évidemment, c'est une plongée dans le moment que nous vivons. Hein. On ne sait pas ce qu'il va advenir et des européennes et surtout de ce grand intermède qui va y avoir entre juin 2024 et avril 2027, où plein de forces nouvelles vont intervenir. Mais c'est vrai que pour l'instant, si on décrit sociologiquement, si on fait de la sociologie politique, c'est votre spécialité, cher Arnaud Benedetti. Nous avons, c'est vrai, je reprends les termes de Jérôme Fourquet, hein, que vous avez rencontré aussi, une confrontation un peu agonistique entre la France de l'ombre, hein, de cette majorité silencieuse de Français qui, pour beaucoup, votaient jadis communistes dans leur famille et se reconnaissent aujourd'hui pour beaucoup dans le RN. Ou socialiste. Et la France triple A, qui est plutôt la France d'Alain Minc et d'Emmanuel Macron, qui, elle, continue qu'à un cas à espérer dans la victoire d'une force centrale ou centriste en 2027. Alors justement, analysons cette polarisation. Est-ce qu'elle n'est pas la meilleure assurance-vie du bloc central ou du bloc élitaire, comme dit le politologue Jérôme Sainte-Marie? Est-ce que cette polarisation n'est pas au fond un truc du système pour se reproduire par partogénèse à l'infini? Vous savez, moi je ne crois pas à la notion de système, très franchement. Je me méfie de cette expression de notion de système. Ce que je vois et ce que j'analyse, et ce que d'autres analysent bien mieux que moi, d'ailleurs vous avez cité Jérôme Fourquet, c'est qu'au-delà des dynamiques sociologiques dont on vient de parler, il y a une autre dynamique qui donne plus de force à ces dynamiques sociologiques, c'est l'effet générationnel. D'accord. Ce qui est très frappant. Vous y croyez vraiment, vous, à ça? L'effet générationnel, il suffit, c'est les chiffres qui le disent. Aujourd'hui, le Rassemblement national est un parti qui arrive à capter le vote des jeunes. D'ailleurs, les dernières intentions de vote que délivrent les sondages pour les élections européennes confirment cette tendance électorale que l'on a vue lors des dernières élections présidentielles et le vote des actifs. Si vous voulez, dans l'escalier du temps, le marché électoral voit des générations montantes, des générations entrantes et des générations sortantes. Les générations entrantes et les générations productives, c'est-à-dire celles qui sont dans la vie active, majoritairement, au second tour de l'élection présidentielle de 2022, elles ont voté pour Marine Le Pen, alors que les générations que je qualifie de sortantes, c'est-à-dire en effet les seniors, voire parfois les classes supérieures, je veux dire, ont plutôt voté pour Emmanuel Macron. Donc, j'allais dire, cette distinction, me semble-t-il, est extrêmement importante pour comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, c'est très intéressant. On va venir, évidemment, au scénario possible pour l'avenir. Passons sur la dissolution, puisque personne n'en sait rien. Hein. C'est pas la peine d'épiloguer sur des conjectures absolues. Vous en parlez naturellement, mais personne, sincèrement, ne peut se prononcer de manière définitive là-dessus. C'est une question importante, mais attendez, on finit quand même sur la socialisation républicaine. Nous sommes sur la radio juive française, et donc c'est très important, évidemment, pour nos auditeurs de vous entendre là-dessus. Vous citez, page 54, la prise de position qui en avait étonné certains, qui en avait indigné certains, que d'autres avaient évidemment davantage relativisé, de Serge Klarsfeld, qui avait accepté de recevoir des mains du maire de Perpignan, Louis Alliot, ancien compagnon de Marine Le Pen, une médaille, évidemment, qui n'était pas une médaille politique, contrairement à ce que certains ont dit. La médaille de la ville. Bien. Alors, est-ce que cela veut dire qu'il y a objectivement, quoi qu'on pense par ailleurs de son programme, mais objectivement, une évolution du Rassemblement national dans la relation d'abord à Israël, mais aussi à des questions très importantes, on en parlait tout à l'heure dans le journal, comme cette explosion de l'antisémitisme dans la société française. Chacun garde en mémoire, faut pas se leurrer, on va se dire les choses très clairement, les saillies clairement antisémite du fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen. Chacun l'a en mémoire. Alors, il faut quand même se souvenir d'une chose, c'est que dès 2011, c'est-à-dire dès qu'elle accède à la tête du Front National, à l'époque qui deviendra Rassemblement National, Marine Le Pen donne un tournant dans sa vision de l'histoire par rapport à son père. Elle donne un grand entretien au Point, il faut s'en souvenir, où là, clairement, elle prend des positions qui, sur la question de l'occupation, sur la question du génocide, sur la question de la Seconde Guerre mondiale, sont en rupture. Alors là, je me fais le porte-voix de questions qui existent dans le monde juif. Mais les gens continuent à s'interroger, Arnaud Benedetti, sincèrement. Est-ce que c'est cosmétique, tactique, tactico-stratégique, ou est-ce que c'est une conviction sincère et chevillée au corps qu'elle a qu'il faut rejeter l'héritage antisémite du parti? Qu'en pensez-vous? Clairement, aujourd'hui, en tout cas, elle n'a jamais tenu un propos, depuis qu'elle était à la tête du Rassemblement national, qui puisse donner lieu à une, j'allais dire, interprétation ambiguë ou ambivalente. Et
clairement, encore plus depuis le 7 octobre, où on voit qu'elle a fait, j'allais dire presque de la lutte contre l'antisémitisme, un marqueur supplémentaire de sa rupture par rapport au passé, en effet, tout à fait sulfureux du fondateur du Front National. Moi, j'ai été frappé, par exemple, j'ai interviewé beaucoup de monde, à la fois des responsables politiques de gauche, de droite, et puis bien évidemment des membres du Rassemblement National pour mener cette enquête. Et un cadre historique du Rassemblement National qui, sous couvert d'anonymat, me dit de toute façon, le 7 octobre est un moment de bascule parce que à partir du moment où Serge Klarsfeld, la veille de la marche contre l'antisémitisme au mois de novembre, considère que Marine Le Pen et le Rassemblement National ont toute leur place dans cette marche, il livre les clés définitives de la dédiabolisation à Marine Le Pen. En tout cas, c'est perçu comme ça. C'est perçu comme ça. C'est peut-être pas tout à fait intéressant. Aussi. C'est très intéressant. Alors, vous allez... Les institutions juives de France crient en tête, mais toutes les autres lui ont vertement répondu. Oui, clairement. Voilà. Mais globalement, je veux dire, on voit que là-dessus, malgré tout, il y a eu un changement de registre. Cette question ne fait plus partie du registre historique du Front National. Elle l'était dans les années 70, elle l'était dans les années 80, elle l'était tant que Jean-Marie Le Pen était à la tête de ce parti. Elle ne l'est plus aujourd'hui, manifestement en tout cas. Alors, il y a un champ de tension quand même qui reste et tout le monde parle d'une sorte de moment dangereux, au fond de turbulence aéronautique entre 2024 et 2027 pour le parti. C'est comment apparaître révolutionnaire, disruptif, alternatif par rapport au régime actuel. Là, on se place du point de vue de ses électeurs potentiels. Et comment rassurer la bourgeoisie patrimoniale, la bourgeoisie d'argent, qui n'aime pas du tout l'aventurisme politique, qui rejetterait toute forme de néo-boulangisme. C'est un champ de tension dans lequel on sent bien qu'ils sont inscrits. Je cite votre page 191. La droite patrimoniale n'aime pas l'aventure. L'enjeu est donc de démontrer qu'au pouvoir, le RN ne s'en laissera pas compter, notamment par certains agents de l'État, etc., etc. Est-ce que c'est pas un peu la mission Bardella auprès de gens comme Vincent Bolloré, qu'il essaye de draguer gentiment, le patronat, tout ça? Est-ce que c'est pas impossible, au fond, de parler à la fois à la France périphérique, décrite par les sociologues, et de plaire à cette bourgeoisie patrimoniale conservatrice qui n'aime surtout pas les aventures politiques? Le véritable enjeu aujourd'hui pour le Rassemblement National et pour la présidente de son groupe parlementaire, Marine Le Pen, qui est jusqu'à ce stade la candidate naturelle manifestement aux élections présidentielles de 2027, ce n'est plus tant la question de la dédiabolisation que celui de la crédibilisation, de la crédibilité. D'où la nécessité pour le Rassemblement National d'aller chercher aujourd'hui des profils d'experts qui puissent lui permettre de présenter une offre politique qui, a tout un segment, en tout cas de l'électorat conservateur, apparaîtra comme une offre crédible, notamment sur les questions économiques. On voit qu'on a un Rassemblement National qui est quand même aujourd'hui dans une dimension très plastique de son évolution sur bien des sujets et qui parfois prend le contre-pied des prénotions que l'on peut avoir sur ce mouvement. Un exemple récent qui n'est pas économique, mais qui ne date pas, qui date d'il y a 24 heures. Marine Le Pen s'est prononcée sur les événements en Nouvelle-Calédonie. Elle a clairement, j'allais dire, pris une position qui d'ailleurs, vraisemblablement même au sein du parti, a dû parfois faire tordre le nez à un certain nombre de cadres historiques du Rassemblement National, lorsqu'elle considère qu'il faut ramener à la table des négociations, bien évidemment, les indépendantistes et les loyalistes, que le calendrier de la réforme constitutionnelle, même si elle l'a voté au demeurant, parce qu'on n'est pas à une contradiction près aussi au Rassemblement National comme dans d'autres formations politiques, que le calendrier de dégel du corps électoral arrive à un très mauvais moment, et elle promet même un référendum, un nouveau référendum. Donc ça veut dire que le Rassemblement National est en voie d'évolution sur un certain nombre de sujets pour justement essayer de rassurer des segments et faire j'allais dire, montrer la capacité qu'il a éventuellement à gouverner si, bien évidemment, les électeurs décidaient d'élire Marine Le Pen à l'Élysée ou tout autre candidat du Rassemblement National. Aux portes du pouvoir, avec bien sûr un point d'interrogation, l'inéluctable victoire, c'est votre enquête événement, elle est passionnante, parce qu'on voit aussi, on se plonge dans la tête des hiérarques de ce parti. Comment ils pensent stratégie, comment Jérôme Sainte-Marie, comment tous ces gens, Philippe Olivier, essayent de leur donner des éléments, disons, de stratégie de long terme. Alors ça c'est passionnant, il faut le lire bien sûr en détail, votre enquête événement Arnaud Benedetti. Deux questions encore pour finir, parce qu'on est en direct ce matin sur Radio J, c'est passionnant.
On va pas parler du 9 juin, on verra bien, c'est difficile de faire des conjectures, en plus politiques, puis ça n'a pas un grand intérêt. Pourquoi cette haine alors des autres formations de la droite? Pourquoi ils mouchent tout le temps LR? Pourquoi ils mouchent tout le temps Reconquête? Du côté du Rassemblement National, vous voulez dire? Parce qu'en fait, le Rassemblement National, aujourd'hui, considère qu'il est en capacité de l'emporter tout seul. Alors, mais est-ce que c'est pas la grande illusion historique de ces gens-là? Avec Reconquête, si vous voulez, il y a, je crois, en effet, des différences de fond. Reconquête, d'une certaine façon, les aide à se recentrer, clairement. Le zémourisme, l'apparition du zémourisme a aidé le Rassemblement National par une sorte d'effet mécanique, d'optique vraisemblablement, à se recentrer dans de larges segments des opinions et même des observateurs. Leur candidat économique, leur programme économique, comme le dit Marion Maréchal Le Pen souvent ces jours-ci, il est de gauche? C'est un programme de gauche, socialiste, socialo-communiste? C'est très... Il est ambivalent, il est ambigu. Il est clairement un programme qui vise à donner des signaux, notamment sur la retraite à 60 ans, aux classes populaires, notamment sur le SMIC. Mais on voit qu'il y a tout un travail aujourd'hui. Quand on discute avec les cadres du Rassemblement National, ils ne veulent surtout pas être assimilés sur le programme économique à Jean-Luc Mélenchon. Donc il s'agit pour eux, en effet, là aussi, de se décaler, de prendre leur distance par rapport à ces perceptions pour montrer qu'ils sont crédibles. Quant aux Républicains, aujourd'hui, clairement, ils ont repris une partie de l'espace des Républicains, une partie de l'espace, en tout cas souverainiste et social des Républicains, et c'est ce qui fait aujourd'hui la motricité de leur force. Alors, c'est tout à fait passionnant, tout ce que vous décrivez, Arnaud Benedetti, dans cette enquête, qui n'est pas du tout une enquête apologétique, c'est une enquête vraiment... Voilà. On va parler clairement. LR a fait l'erreur, depuis une quinzaine d'années, de courir grâce à Patrick Buisson derrière le RN, de trianguler en vain le RN, au lieu de développer, comme David Lisnard l'y incite, sa spécificité historique, qui est celle du libéralisme politique. Le problème, c'est que si vous voulez, LR aujourd'hui est associé à l'exercice du pouvoir depuis de très nombreuses décennies et qu'une partie de son électorat considère que LR, notamment sous Nicolas Sarkozy, n'a pas rempli sa promesse. Enfin, il était quand même sous influence de Buisson. Oui, enfin, il était sous influence de Buisson, il était sous influence de Guénaud, il était sous influence de Buisson durant la campagne de 2007. Il l'était beaucoup moins ensuite dans l'exercice du pouvoir. La stratégie de Buisson sur le plan électoral a plutôt réussi à Nicolas Sarkozy en 2007, qui a réussi à faire reculer largement le Rassemblement National. Et sur le plan doctrinal, ça n'a pas bousillé définitivement la droite républicaine? Je ne pense pas. Ce qui a véritablement, finalement, abîmé la droite républicaine, ce sont ses divisions internes. On l'a vu notamment lors de l'élection de François Fillon, et le fait que l'élimination de François Fillon a d'une certaine manière acté le fait qu'on tournait la page peut-être des Républicains. Arnaud, encore 40 secondes, on est en direct, c'est passionnant aux portes du pouvoir, il faudra que vous reveniez en parler. Votre enquête événement sur le RN et ses arcanes. Alors en un mot, bon, elle se projette déjà, elle s'y voit déjà un peu la marine. Bon, 2027, première mesure, référendum géant sur l'immigration. Mais tout le monde le bloquera ce référendum entre nous. C'est complètement chimérique cette histoire. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de la bataille. C'est la question essentielle. Est-ce que le référendum sera bloqué juridiquement? Il y a un risque, mais vous savez, c'est la fameuse phrase de Vedel. Les juges ne gouvernent pas lorsque le souverain en majesté, par une sorte de lit de justice, casse les arrêts des juges. Donc c'est en tout cas cela la stratégie du Rassemblement National. Alors chers auditeurs, chères auditrices, prolongez pendant Shabbat, après Shabbat, cette conversation passionnante, mais trop courte, aux portes du pouvoir, c'est votre enquête événement, cher Arnaud, aux éditions Michel Lafon. On vous retrouve mercredi prochain au micro de Steve Adjar. Shabbat shalom. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.